Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, j'ai pris un petit mois de vacances mais le contenu ne s'est pas arrêté et vous avez pu retrouver sur Instagram des top 10 des joueuses à suivre sur les compétitions jeunes de l'été. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué mais pour vous faire oublier mon absence, on attaque aujourd'hui un gros sujet avec les problèmes du basket féminin en France. À la base, je n'avais pas forcément prévu de faire une vidéo comme celle-ci, mais les résultats des équipes de France jeunes lors des compétitions de l'été n'ont fait qu'accentuer des défaillances déjà criantes. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et à activer la cloche, mais également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des compétitions jeunes pour les équipes de France féminines et à liker la vidéo si le concept vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire sur le basket féminin et sa gestion dans l'Hexagone, et pour essayer de ne pas partir dans tous les sens, j'ai décidé de découper cette vidéo en sous-thèmes qui nous permettront d'aborder ce qui sont selon moi les principaux points de défaillance dans le basket français. Sans perdre plus de temps, on démarre tout de suite avec la première catégorie et on va s'attarder pour l'instant sur le coaching. Cette catégorie va certainement être l'une des plus rapides qu'on va aborder aujourd'hui, étant donné qu'on en a déjà énormément parlé lors de l'Eurobasket, et je vais essayer de ne pas trop tirer sur l'ambulance. Ici, on se concentrera principalement sur l'équipe de France senior, coachée par Jean-Aimé Toupane depuis 2021. Et le premier point à soulever là-dedans, c'est la nomination de Jean-Aimé Toupane, qui avait à l'époque déjà fait couler beaucoup d'encre et qui a été énormément critiqué. S'il était temps de tourner la page après l'épisode Valérie Garnier, qui enchaînait les médailles d'argent mais n'arrivait jamais à décrocher l'or, la fédération n'a pas trouvé mieux que de proposer le poste à un coach qui n'avait jamais entraîné d'équipe féminine. Après sa nomination à la tête des Bleus, Jean-Aimé Toupane s'était d'ailleurs exprimé sur sa méconnaissance du basket féminin. En effet, il annonçait: ma connaissance du basket féminin, j'étais quand même au Pôle France, je l'observais un petit peu de l'extérieur, j'ai toujours regardé un petit peu, mais sans plus. Une déclaration qui fait un petit peu tâche pour quelqu'un qui est censé prendre les rênes de l'équipe de France et les aider à atteindre la première marche du podium qui les fuit depuis pas mal d'années déjà. Depuis, si on avait vu quelques petites choses intéressantes au Mondial 2022, eh bien c'est le néant. On a un coach sans idée, sans principe de jeu, qui se base principalement sur de la défense, mais qui n'a absolument pas travaillé son jeu offensif depuis qu'il est en poste, et qui n'arrive jamais à mettre ses meilleures joueuses dans des conditions optimales pour performer. Mais pour Jean-Aimé Toupane, il y a toujours une explication. En effet, après la catastrophe de l'Euro 2023, on ne va pas revenir sur l'imbroglio Marine Johannes et Gabby Williams, mais après cette contre-performance, il avait annoncé dans les médias: j'ai aussi entendu que ce que l'on proposait sur le terrain était brouillon, mais c'est peut-être lié au fait qu'on n'a pas vraiment eu le temps de travailler. Évidemment, Jean-Aimé, c'est ça, pas le temps de travailler. Suis-je bête? J'avais pas pensé. Ben oui, mais maintenant ça fait 4 ans qu'il est en poste, et l'équipe de France ne propose toujours rien offensivement. Et le problème du terrain, il est donc là. On a des coachs qui se cherchent des excuses. On se souvient de la sortie médiatique de Valérie Garnier après les JO et le match contre le Japon, où ils n'ont pas l'habitude de ce style de basket-là. À un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses et mettre les coachs face à leurs responsabilités. L'équipe de France veut adopter un style de jeu qui fonctionnait au début des années 2000 ou à la fin des années 90, basé sur de la défense mais aucun jeu offensif, et se servir de ses qualités athlétiques pour dominer ses adversaires. Le problème, c'est que maintenant, en 2025, les équipes, elles s'adaptent. Tactiquement, elles sont beaucoup plus fortes qu'avant. Et en plus de ça, les talents se multiplient dans les plus petites nations, ce qui fait que même s'il y a des gros écarts de niveau, on peut perdre contre à peu près n'importe qui. Mais pour les instances dirigeantes, pas de problème, chaque défaite est une leçon, le bronze c'est l'or, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, et on prolonge Jean-Aimé Toupane après sa campagne de JO en trompe-l'œil jusqu'en 2028. Tout ça car on sait que c'est un coach qui ne fera pas de vagues auprès de la fédération. Car oui, ça c'est un des plus gros problèmes du basket français, mais on y reviendra plus tard dans une autre rubrique. Mais lorsqu'on pense à des nominations pour des équipes nationales, on part toujours sur des coachs qui sont dans le giron fédéral depuis des années et qui ne vont rien amener de nouveau. On a donc un coach qui a de l'extérieur un côté ultra paternaliste, limite malsain, avec ses joueuses, qui n'a aucune claire idée de jeu à part défendre et courir, qui n'arrive jamais à mettre ses joueuses dans des bonnes conditions pour performer, qui arrive à trouver toutes les excuses du monde pour expliquer les contre-performances, mais qui est toujours soutenu par la fédération. Et cette dimension de faiblesse dans le coaching peut également s'appliquer chez les jeunes, puisqu'on va parler désormais d'une formation qui laisse à désirer. Je
Je ne vais pas vous le cacher, ce sont les résultats des équipes de France Jeunes qui m'ont donné l'idée de tourner cette vidéo et de faire quelque chose de plus général sur le basket féminin en France. Pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas suivi les compétitions jeunes cet été, les équipes de France ont un bilan catastrophique. En effet, à l'Eurobasket 2018, alors qu'elles étaient largement favorites, elles terminent avec la médaille de bronze après une sale défaite en demi-finale face à l'Espagne, puis à la Coupe du Monde 2019, elles terminent à une très triste cinquième place après une défaite de peu contre les États-Unis. Et la cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le space cake, vu les performances de cette équipe, c'est la 13e ou 14e place de l'équipe U20 qui doit jouer son dernier match de classement aujourd'hui, mais qui a perdu dès les huitièmes de finale. Au-delà des résultats qui sont très en dessous des espérances, c'est surtout le jeu proposé qui pose vraiment question. La France est l'un des pays avec l'un des plus grands viviers de jeunes joueuses et joueurs et fait partie chaque année des favorites pour la médaille d'or. La France a d'ailleurs une politique assez stricte sur ses équipes de France jeunes, refusant dans la majorité des cas de faire doubler ses joueuses et de les faire jouer deux compétitions, comme ça peut être le cas pour d'autres équipes, comme l'Espagne par exemple, où on pense à Gina Garcia ou Somto Okafor, qui ont joué l'Euro U18 ou la Coupe du Monde U19 et qui sont présentes dans l'équipe de l'Euro U20. Et certains vont me dire, oui, mais tu tires la sonnette d'alarme un peu tôt, l'été dernier elles ont gagné quasiment tous les titres. Ouais, mais est-ce que l'été dernier, c'était pas l'exception qui confirme un petit peu la règle? Car dans le jeu, les équipes de France de l'an dernier ne produisaient pas grand-chose non plus. On se base sur la même philosophie d'essayer de défendre et de dominer les adversaires avec des qualités athlétiques beaucoup plus impressionnantes que les équipes adverses. Le problème, c'est que dès ce âge-là, les équipes arrivent à s'adapter et proposent des défenses pour contrecarrer l'athlétisme de ces équipes de France. On est donc, comme pour l'équipe de France A, majoritairement sur un jeu d'isolation pour essayer de créer des décalages, sauf que quand les défenses s'adaptent, derrière ça devient beaucoup plus compliqué de marquer des points, surtout avec une si faible adresse extérieure. Car oui, j'ai répété et répété pendant l'Eurobasket que la France n'était pas une équipe de shooteuses. Je parlais des seniors, mais on peut le décliner pour toutes les équipes de France jeunes. Même chose au niveau de la création balle en main, puisque si ça faisait défaut à l'équipe senior, ça a encore une fois été le cas pour les équipes de France jeunes, qui donnent la responsabilité de la création aux deux ou trois meilleures joueuses de l'équipe, mais malheureusement ce ne sont pas forcément leurs qualités premières, et ça se ressent fortement dans le jeu. Il y a quelque temps, on me disait sur Twitter que la France n'était pas si loin de Team USA, quel que soit l'âge, et qu'il y avait fortement moyen de les taper. Alors oui, je suis d'accord, sur un match, il n'y a aucun problème. On l'a vu lors de la finale des JO, Team USA est passé totalement à côté, on a eu des stars qui ont fait leur pire performance depuis de nombreuses années, et malgré ça, elles se sont quand même imposées, et la France avait pourtant extrêmement bien défendu. Même chose lors de la Coupe du Monde U19, où la France a posé de vrais problèmes dans la densité physique à cette équipe de Team USA, mais sur le talent, Team USA s'est encore une fois imposé. Donc je comprends le fantasme que peuvent avoir les gens pour dire qu'on rattrape Team USA au niveau de la formation et qu'on va à terme les dépasser. C'est peut-être le cas, et franchement je le souhaite à l'équipe de France. Mais la réalité des choses, c'est que Team USA a un vivier encore plus impressionnant que l'équipe de France, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, elles viennent de gagner la Coupe du Monde du 19 en étant invaincues, avec 27 victoires de suite depuis 2019, mais elles ont également gagné l'Americup avec une équipe composée exclusivement de joueuses universitaires. Voilà, voilà. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si la plupart des meilleures joueuses européennes finissent par partir aux États-Unis pour finir leur formation et jouer en NCAA avant d'entrer dans le monde pro. Que ce soit au niveau des infrastructures, du staff ou même de l'intensité de certains entraînements, les États-Unis sont à des années-lumière au niveau de la formation en ce qui concerne les joueuses de basket. Et pour Team USA, le talent, c'est le talent. Quel que soit l'impact physique, les qualités athlétiques de la joueuse, si elle est talentueuse, elle aura sa chance. Et c'est peut-être là le plus gros problème dans la formation en France, voire même sur le processus de détection, puisqu'on cherche principalement des joueuses avec du potentiel athlétique. En effet, lors des sélections jeunes, et je l'ai vécu moi-même lorsque j'étais joueur, on cherche avant tout des grands ou très grands gabarits. Ce sont des directives qui viennent de la ligue, on cherche des potentiels athlétiques qui peuvent, pourquoi pas, se développer plus tard pour finir pro, et on délaisse un petit peu les joueurs plus talentueux, mais pas dotés de qualités physiques et athlétiques hors normes. Malheureusement, si ça permet de gagner pas mal de matchs, dès qu'on se retrouve sur des joueurs et des équipes très intelligentes en face, et du coaching qui est à la hauteur, on tombe sur un os.
On l'a vu cet été, encore une fois, face à l'Espagne chez les jeunes, avec des équipes qui sont beaucoup moins athlétiques, mais qui jouent ensemble, proprement et très intelligemment. Une fois de plus, comme je le disais lors de l'Euro, je ne remets pas en cause les qualités intrinsèques des joueuses, le talent ou même le travail qui leur a permis d'arriver jusque-là. Ce n'est pas ça du tout que je dis. Je dis juste qu'il y a un problème dans la formation, que sur trois équipes différentes cet été, et on peut aussi le remarquer sur les équipes des années passées, on a rarement des équipes qui peuvent shooter, créer et faire quelque chose dans le jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de philosophie. On va chercher des coachs dans les équipes jeunes, un peu n'importe comment. L'an dernier, c'était Julie Barren sur les U20. Cette année, c'était Emmanuel Baudy et son staff de la Roche-Vendée qui l'a amené avec lui. Mais il est arrivé en n'ayant aucune idée de ce qu'il allait réellement proposer avec son équipe. Car si elle est un peu moins talentueuse que les autres générations françaises, elle avait forcément moyen d'aller chercher mieux qu'une 13e ou 14e place. Pour vous donner une petite comparaison, je sais que je le fais beaucoup là sur cette vidéo avec l'Espagne, depuis le retour de Sergio Scariolo à la tête de l'équipe senior masculine, il a demandé à ce que tous les coachs des équipes jeunes se mettent d'accord sur une politique qu'ils pourront appliquer à chacune des équipes. Ce qui fait que des U16 à l'équipe senior, on a les mêmes principes de jeu, donc forcément certains coachs vont amener des systèmes un peu différents des autres, mais on reste sur une philosophie de jeu qui est la même offensivement et défensivement, avec une harmonie entre chacune des équipes. Ce qui fait que quand on monte de catégorie, qu'on passe de l'équipe U17 à U18, eh bien il n'y a pas tant de changements que ça, puisque les principes de jeu restent les mêmes, et ça permet à l'Espagne, même s'ils ne vont pas décrocher la médaille d'or à chaque fois, d'être compétitif et performant, quelle que soit la compétition et quelle que soit la catégorie d'âge. Je ne dis pas ici que le système espagnol est la solution miracle, mais quand on voit leurs résultats, eh bien force est d'admettre que ça fonctionne. Et si on essayait de former un petit peu plus des joueuses et des joueurs de basket, tant sur le plan individuel que collectif, au lieu d'essayer de former des athlètes, eh bien peut-être qu'on arrivera à combler les lacunes qu'on peut retrouver dans le jeu de chacune des équipes de France. Allez, on s'éloigne maintenant un petit peu du terrain et on va parler de ce qui se passe autour, avec en premier lieu un focus sur la communication dramatique autour du basket féminin en France. Tiens, commençons par l'exemple le plus récent en date, la nomination de Gabby Williams au All-Star Game WNBA. Pour celles et ceux qui auraient raté l'info, c'est la première française de l'histoire à participer à un All-Star Game dans la Grande Ligue. Une performance historique donc, qui vient récompenser la très bonne saison de Gaby. Eh bien pour la Fédé, c'est pas si historique que ça. Bah oui, vous comprenez, il vaut mieux parler de tout et de rien plutôt que de mettre en avant l'une des meilleures joueuses françaises sur le circuit mondial. Au final, il y a quand même eu une communication 2 ou 3 jours après le All-Star Game, je n'ai plus la date exacte, mais parce qu'on a fait le forcing, tous fans de basket, sur les réseaux sociaux pour demander au moins un post sur la très belle performance de Gaby lors du All-Star Game. Cet exemple n'est que la partie immergée de l'iceberg, mais représente très bien la communication dramatique autour du basket féminin en France. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a un produit en or. On a certainement la meilleure génération française qui joue actuellement, que ce soit les 2001 avec Janelle Salin, Iliana Rupert ou Marine Fotoux, les joueuses un peu plus âgées qui sont en plein dans leur prime, comme Gabo Williams, Marine Johannes ou Valéria Nayahi, et les petites jeunes qui montent, comme Carla Leight, Leila Lacan ou encore Pauline Astier. On a vraiment de tout. La génération est excellente et la Fédé devrait capitaliser là-dessus. Bah oui, mais non, puisqu'on préfère souhaiter sur les réseaux sociaux les anniversaires de joueurs qu'on n'a pas vus depuis des années en sélection A, juste pour ne pas mettre de la lumière sur le basket féminin. Et encore, pour celles et ceux qui sont nouveaux et qui suivent le basket féminin depuis très récemment, il y a eu d'énormes progrès. Je vous assure, la couverture de l'équipe de France pendant l'Eurobasket 2025, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et c'est quand même très triste à dire, étant donné que, selon moi, c'était le strict minimum qu'on pouvait faire pour cette équipe. On a la chance aujourd'hui, en France, d'avoir de nombreuses joueuses qui partent dans les meilleurs clubs européens ou en WNBA, et on ne fait rien pour les mettre en avant. Ça me rappelle d'ailleurs un épisode à l'été 2023, après l'imbroglio Marine Johannes, où la Fédé avait fait un boycott complet de la joueuse sur ses réseaux sociaux, ne communiquant sur absolument rien, alors que la Française était en finale WNBA, qu'elle faisait de très belles performances, que ses actions et ses highlights étaient retweetés par LeBron James et les plus grandes stars du basket. Oui, mais pour Céline Dumerc, on ne félicite pas un joueur parce qu'il met 14 points dans sa ligue. On en est donc là.
On a des joueuses qui performent au plus haut niveau possible et on ne va pas les féliciter parce qu'il y a d'autres joueurs ou joueuses qui arrivent à le faire aussi. C'est une belle mentalité de la part de la général manager de l'équipe de France. Franchement, c'est beau. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais pourquoi pas? Allez, on va partir là-dessus et on va dire que, bon, elles font juste ça contre les meilleures joueuses du monde. Pas de quoi en faire un fromage. Et dans le même temps, après des déclarations comme celle de Céline Dumerc en 2023, on nous balance des déclarations complètement hors sol, qui ne sont absolument pas en accord avec la réalité, mais ça fait sympa de l'annoncer, donc on va le dire. Et ça va nous amener au quatrième thème de cette vidéo, la boulangère Wonder League, symbole des défaillances du basket français. Car oui, ce que je sous-entendais à la fin de la partie précédente, sur les déclarations qui sont bien sympas à dire mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité, c'est qu'au moment de l'annonce du partenariat de la boulangère Wonder League, ce magnifique naming qui est arrivé en 2024, eh bien les instances dirigeantes ont eu envie d'affirmer que cette nouvelle ligue, avec un nouveau naming, pouvait concurrencer les meilleures ligues au monde et même la WNBA. Oui, oui, c'est ce qui a été dit. Moi, je vous rassure, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire devant mon écran à l'époque, et très vite, le retour à la réalité a été un peu brutal pour certains. Car oui, il y a eu des personnes qui y ont cru, et grand bien leur face, c'est beau d'être optimiste. Sauf que quand au premier match de la saison, on se rend compte que la moitié des diffusions sont irregardables parce que l'écran frise, que la caméra ne suit pas, qu'il n'y a même pas de diffusion, ou qu'elle commence avec une demi-heure de retard, ça la fout mal pour une équipe qui veut concurrencer les meilleures ligues du monde. On a donc désormais une ligue qui, il y a encore quelques années, était l'une des meilleures ligues en Europe et qui attirait les joueuses d'un petit peu partout, des américaines, des européennes, et gardait ses meilleurs talents français. Le problème, un calendrier pas adapté qui empêche la plupart des joueuses d'aller en WNBA une fois la saison terminée, puisque la saison finit beaucoup trop tard et empêche les joueuses d'arriver au training camp à temps, un niveau de jeu qui baisse drastiquement, des coachs qui sont en bout de souffle et qui ne changent jamais de cycle, et surtout des joueuses qui commencent à fuir ce championnat de France. Car oui, je vous ai préparé une petite liste des joueuses qui sont parties depuis l'été 2023 de la Boulangère Wonder League, et franchement, ça fait mal au cœur. La liste est évidemment non exhaustive, mais on a par exemple Gabby Williams, Marine Johannes, Janelle Salin, Marine Fotoux, Julie Allemand, Yvonne Anderson, Mariam Badian, Caroline Skens, Minia Touré, ou encore plus récemment des joueuses comme Pauline Astier, Carla Ley, Dominique Malonga, Emi Okonkwo ou encore Laura Quevedo. Et vous devez vous dire, ça fait quand même pas mal de joueuses de très grands talents qui sont parties de la boulangère Wonder League, ça a dû faire réagir les dirigeants. Eh bien oui, les dirigeants ont réagi, puisque Carole Force, la présidente de la boulangère Wonder League, a annoncé, après le début des départs de cet été, comme Carla Leight ou Dominique Malonga, que les joueuses ont raison d'aller là-bas, car c'est une carrière courte, on doit être une ligue innovante et résiliente. On a donc une présidente qui incite les plus grands talents français à quitter le championnat de France moins d'un an après avoir annoncé qu'elle voulait concurrencer les plus grandes ligues au monde. Il n'y a pas un petit souci là dans le discours selon vous? Enfin, moi je sais pas, hein, mais on nous parle d'une ligue qui se doit être innovante, résiliente. Ils savent ce que c'est l'innovation? Non, parce que ça fait 5 ans que le modèle de la Ligue aurait dû changer. Ça fait des années que les clubs se battent pour passer à 14 et que c'est refusé par la fédération. Ça leur apporterait plus de revenus aux clubs, bien sûr, parce que plus de billetterie, plus de moyens. Ça leur permettrait peut-être de vendre des droits télé, puisque le partenariat est actuellement avec Sport en France, qui est l'unique diffuseur de la Boulangère Wonder League, à un match par week-end, le dimanche. Et donc ça aurait peut-être pu ramener un peu plus de revenus au club, qui aurait permis de garder financièrement certaines joueuses. Peut-être que modifier le calendrier, ça aurait changé quelque chose aussi. Ça aurait permis de garder les joueuses concernées par la WNBA. Je ne sais pas, hein, moi c'est juste des idées que je donne comme ça. Mais bon, pour une ligue innovante, quand même bien en retard, hein. C'est l'innovation par le passé. Et je ne suis d'ailleurs pas le seul à le penser, puisque les joueuses en parlent elles aussi. Gabby Williams a donné une interview récemment en disant que la plupart des meilleures joueuses de l'équipe de France sont parties à l'étranger. Ce n'est pas un hasard, et elle pense que ça va pousser la France à évoluer. Il serait peut-être temps que la France évolue. Donc oui, Gabi, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut, dès maintenant, que la France passe sur autre chose. Mais on essaye de nous vendre la Boulangère Wonder League comme une ligue élite, alors que c'est désormais, et ça fait quelques saisons maintenant, une ligue de formation.
C'est une ligue où les jeunes talents peuvent s'exprimer. On le voit avec certaines équipes, Charnay, Tarbes qui d'ailleurs finaliste de la Boulangère Wonder League cette saison, qui se retrouve relégué cet été administrativement à cause de soucis financiers. On a donc une équipe qui est vice-championne de France et qui ne sera pas dans le championnat la saison prochaine. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc évidemment, on n'a pas accès à toutes les finances du club. On se doute que s'il y a eu cette décision, surtout que c'est pas la première année que ça se fait, c'est qu'il doit y avoir matière à le défendre. Mais forcément, on se pose des questions. Comment un club qui est finaliste d'un championnat peut se retrouver relégué administrativement 2 mois après? Ça n'envoie pas un message positif sur le basket français et l'état général du basket en France. On a des clubs qui se battent pour survivre, qui essayent de tout faire pour essayer d'être compétitifs et de rester attractifs, mais derrière, il se passe strictement rien pour essayer de les aider. Ça fait des années que certains coachs alertent sur les dérives au niveau de la longueur du championnat, que forcément les joueuses n'ont plus envie de venir. Bah oui, mais si on repartait sur 1 ou 2 ans avec le même calendrier, à un moment donné, il faut peut-être arrêter. Même chose pour les clubs qui refusent que certaines joueuses partent en WNBA avant la fin de la saison, plutôt des playoffs. Mais forcément, ça n'envoie pas forcément le bon message. La plus grande ligue du monde, c'est la WNBA. La plupart des joueuses rêvent d'atteindre un jour le niveau de jouer dans cette ligue-là. Et certains clubs et la ligue en général, à cause du calendrier, empêchent les joueuses de réaliser leurs plus grands rêves. Donc forcément, sur les saisons qui suivent, les joueuses, elles s'en vont. Juste Cité, Carla Leight, qui sont concernées maintenant par la WNBA, elles sont parties cet été. Et c'est normal. Même chose pour Dominique Malonga, qui a rejoint le Fener, qui est une grosse écurie européenne, et qui va jouer en WNBA quasiment tous les étés. Mais non, on préfère en France rester sur le même modèle, encore et toujours, alors que les autres championnats essayent de s'adapter au maximum. Je pense notamment au championnat turc qui fait en sorte d'avoir des salaires compétitifs pour les joueuses, ce qui leur permet d'attirer les meilleures joueuses du monde, mais également qui a adapté son calendrier et qui permet de libérer les joueuses juste à temps avant les training camps. Au-delà de ça, si on parle strictement du terrain, on a des équipes qui ne sont plus performantes au meilleur niveau européen, et ne me parlez pas de l'Eurocup, vu le niveau global de la compétition, je parle vraiment de l'Euroleague. On a eu la qualification de Bourges cette année au Final Six. Malgré tout, elles étaient très en dessous du reste des équipes présentes lors de ce Final Six. Au-delà de Villeneuve d'Ascq, il y a 2 ans, avec Janelle Salin, Kennedy Burke, coaché par Rachid Méziane, il n'y a que très peu d'équipes françaises qui arrivent à performer au plus haut niveau européen depuis des années. Et ça, forcément, ça ne permet pas d'attirer des joueuses. Mais rappelez-vous tout de même que la Boulangère Wonder League est une ligue innovante et résiliente. Ouais, ça sera le mot de la fin pour cette rubrique. On passe tout de suite au plus gros problème du basket français, et je ne vais certainement pas me faire des copains avec celle-là, une fédération française gangrénée. Ah, la FFBB, qu'on devrait peut-être nommer la FFCC d'ailleurs pour copinage et cooptation. Car oui, que serait une fédération de sport en France sans un entre-soi monumental qui ne laisse la place à absolument personne d'autre? Si j'ai essayé de m'efforcer de rester sur les 2 dernières années concernant le terrain et ce qui s'est passé un petit peu autour concernant la Boulangère Wonder League ou la communication, ici on va remonter un peu plus loin dans l'histoire. On revient en 2010 où notre très cher Jean-Pierre Sutat est élu président de la FFBB et il tiendra ce rôle pendant 14 ans. En 2024, après un échec monumental lors d'une campagne pour devenir président de la FIBA, il laisse sa place à Jean-Pierre Inclerc. Oui, encore un Jean-Pierre, vous allez me dire, mais c'est pas forcément pour rien, puisque Jean-Pierre Inclerc était l'adjoint de Jean-Pierre Sutat pendant des années. Inclerc était d'ailleurs le seul à avoir proposé une liste pour la présidence de la FFBB et a été élu avec plus de 94% des voix. Quand je vous parlais d'entre-soi, on est limite sur une dictature. Donc pour celles et ceux qui se disaient « Ah ça y est, Jean-Pierre Sutat est parti, on va peut-être avoir un peu de renouveau pendant le mandat de Inclerc », eh bien non, puisque c'est juste son descendant direct, Jean-Pierre II, si on peut l'appeler comme ça, et à son corps défendant, il n'est pas forcément aidé. Car oui, à la Fédération française de basketball, le directeur technique national, Alain Consensou, qui est notamment responsable de la cohérence des projets sportifs, des propositions en matière de nomination des entraîneurs nationaux, des cadres techniques nationaux et régionaux, eh bien il vient du tennis. Oui, oui, vous avez bien entendu, le directeur technique du basket en France vient d'un autre sport. Franchement, celle-là, elle est belle. Il n'y a que nous, Français, qui pouvons faire un choix comme ça.
Et vous allez me dire, oui, mais il a dû faire ses preuves, il a dû monter de rien pour arriver jusque-là. Non, non, il a rejoint la Fédé en 2010 en tant que DTN adjoint de Patrick Bisley et a par la suite pris le poste en 2018. On est donc, encore une fois, sur une belle affaire de copinage. Mais bon, ne vous inquiétez pas, Alain Consensus sait de quoi il parle. Oui, tout à fait. Ou pas. Car après l'échec de l'Eurobasket 2025, il nous a annoncé on va être sur une analyse sans concession. Oui, mais dans la même déclaration, il a annoncé je rappelle que Jean-Aimé Toupane est un entraîneur vice-champion olympique, il a fait du très bon travail. On a donc une analyse sans concession qui a été réalisée en 30 secondes lors d'une interview. Très fort, très fort. On ne peut pas lui retirer qu'il est extrêmement efficace. Bon, il n'est pas très lucide sur ce qui se passe sur le terrain, mais pourquoi pas, il est efficace ce monsieur. On ne peut pas dire le contraire. Il arrive à faire des analyses très rapidement. Chapeau. Le problème, c'est que la Fédé, c'est pas la première fois qu'elle fait des déclarations comme ça. Il y a quelque temps, avant la passation de pouvoir, Jean-Pierre Suta avait annoncé quelque chose en vue de l'Euro 2025 et le rétropédalage suite aux politiques qui avaient été mis en place lors de l'Euro 2023. Car oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi, les joueuses qui ne faisaient pas l'intégralité de la préparation en 2023 ne pouvaient pas participer à une compétition internationale avec les Bleus. C'est ce qui a notamment privé Marine Johannes de l'Euro en 2023. Oui, mais plus maintenant, puisque la France est revenue sur ses décisions, on change tout, on va s'adapter, on est des gens bien. Oui, mais pas trop quand même, puisque Jean-Pierre Suta nous annonçait, à la suite de ce changement de politique, certaines joueuses présentes seront peut-être plus performantes que celles qui arriveront de WNBA, parce qu'elles auront beaucoup joué. On a donc un président de la Fédération française de basket qui nous annonce que des joueuses qui jouent contre les meilleures joueuses du monde, qui s'entraînent contre les meilleures joueuses du monde, vont arriver moins en forme et moins performantes que des joueuses qui se seront tapées un mois de préparation avec Jean-Aimé Toupane. Franchement, je ne suis pas persuadé que ce soit vrai. Non, faudrait vérifier, mais ah ben on l'a vérifié à l'Eurobasket 2025, puisque dans les 10 joueuses qui font partie des équipes All-Star de cette compétition, eh ben, il y en a 6 qui ont joué en WNBA avant de venir à l'Euro. Il y a peut-être un lien de corrélation là-dessus. Peut-être que jouer en WNBA permet d'être plus performante et d'élever son niveau de jeu. Après, moi je sais pas, hein, je dis ça comme ça d'un regard extérieur. Mais peut-être que la raison principale, c'est qu'elles ont joué en WNBA. Les autres joueuses qui n'étaient pas, donc dans ces 10 joueuses-là, qui n'étaient pas concernées par la WNBA, elles sont soit draftées, soit elles y sont allées après la compétition. Je pense à Emma Messman par exemple, ou à Kelka qui a été draftée par New York, mais qui n'y a toujours pas mis les pieds. On est donc sur des joueuses qui ont le talent pour aller en WNBA, mais qui n'y sont pour des raisons différentes, pas forcément aller avant le début de l'Euro. Elles sont quand même performantes. Donc, je suis pas sûr des déclarations là. Que ce soit Jean-Aimé Toupane fait du très bon travail, ou les joueuses de WNBA arriveront moins performantes. Peut-être un truc qui cloche. Faudrait peut-être revoir le truc. Ok, Jean-Pierre, Jean-Pierre 2, Alain, on essaye de revoir le discours, on essaye de s'adapter un petit peu. De toute façon, il va falloir, puisque même maintenant, la WNBA, c'est pas le seul problème de la fédération, puisque maintenant, les joueuses et les joueurs, parce qu'on l'a surtout vu chez les hommes, mais c'est aussi le cas chez les femmes, décident de partir finir leur formation en NCAA. C'est le cas très récemment de Théa Cleante, par exemple, qui rejoint une université américaine et qui confirme ce que je disais tout à l'heure sur les problèmes de la formation en France. On a donc une ligue qui est dirigée par quelqu'un qui était l'adjoint de l'ancien président. On est donc sur le même cycle depuis plus de 15 ans désormais. Et on arrive encore à s'étonner qu'on n'arrive pas à s'adapter. C'est peut-être parce que les gens qui sont en poste, sur des postes importants, sont là depuis la création du basket. À un moment donné, il faudrait peut-être un peu de renouveau, un peu de sang neuf. On le voit dans pas mal de fédérations, on va chercher des étrangers, on essaye d'amener quelque chose de nouveau pour essayer de se renouveler. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas des États-Unis qui changent très régulièrement de personnes en charge pour les équipes nationales. Et ça amène un peu de sang neuf, ça amène une vision nouvelle, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Peut-être qu'il faudrait se calquer sur les deux meilleurs modèles qu'on a à l'heure actuelle.
Parce que malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Déjà, on a une fédération qui fait une vraie distinction entre les hommes et les femmes. J'en ai déjà parlé au niveau de la communication tout à l'heure, mais dans les faits, ça se ressent aussi. On l'a vu par exemple au JO l'an dernier, où les hommes ont eu toute une publicité et la chance de pouvoir bénéficier d'un bus flambant neuf, tout équipé, vraiment le top du top pour les voyages. Et pendant ce temps-là, les filles, c'est pas le cas. Elles restaient avec le vieux bus Veolia pendant que les mecs pouvaient étendre leurs jambes. Ça pose un petit peu problème. Même chose lors des finales de Coupe de France. Cette année, elles ont eu l'accès à la salle, c'est génial, mais souvenez-vous, il y a 2 ans, les équipes féminines pour les finales de Coupe de France n'avaient pas accès à Bercy pour s'entraîner, la salle étant réservée pour les équipes masculines. Voilà, on en est là. C'est triste parce qu'on est en 2025 maintenant, donc ces événements ont un peu plus d'1 an désormais, mais on en est encore là dans la fédération. Ça montre quand même un petit peu les problèmes qu'on peut avoir. Et comme je vous disais, ça ne va pas s'arranger, puisque on essaye de mettre en avant au maximum la boulangère Wonder League. C'est pas vrai, quand on voit la qualité de diffusion, il n'y a rien qui est fait pour la mettre en avant, mais bon, on va dire qu'on essaye de mettre en avant cette ligue innovante et résiliente. Très bien. Le problème, c'est qu'il va y avoir un vrai souci avec les calendriers, comme j'en parlais tout à l'heure, mais encore plus à partir de la saison prochaine, puisque il y a 2 nouvelles équipes qui arrivent en WNBA. Forcément, le calendrier risque d'être rallongé. Et en plus de ça, il y a un nouveau CBA qui est en pleine négociation. C'est un accord commun entre les joueuses, les franchises, les propriétaires qui permet de délimiter les salaires et tout ce qui va toucher un petit peu aux conditions de travail des joueuses en WNBA. Actuellement, donc on est en pleine négociation, mais on parle forcément, avec l'explosion des droits télé, d'une très grande hausse des salaires et la condition pour que cela arrive pour les joueuses, dans ce qui nous a été rapporté jusqu'à maintenant, encore une fois ce n'est pas officiel, c'est que les joueuses arrêtent de faire des doubles saisons. Forcément, la saison va se rallonger, elles ne pourront plus assumer de faire des doubles saisons, ça peut entraîner des blessures, et si les salaires suivent, elles n'auront plus forcément l'envie d'aller faire une saison en Europe alors qu'elles peuvent avoir un salaire 3 à 4 fois plus important en restant en W. Et donc si ça va forcément impacter les championnats européens et l'Euroleague, ça va aussi impacter les équipes nationales, car il y a des règles pour les joueuses quand il s'agit de quitter leur équipe en WNBA pour rejoindre la sélection, et selon les situations contractuelles, ça peut tout changer au niveau de l'obtention d'un nouveau contrat ou non. Il y aura donc de plus en plus de joueuses, quel que soit le pays, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, qui vont avoir un choix très difficile à faire entre aller avec leur équipe nationale ou rester en club. Évidemment, cette situation n'est pas réservée uniquement à la Fédération française de basket, mais aussi à toutes les autres fédérations dans le monde, puisque elles sont toutes tributaires de la WNBA et de son calendrier. Certaines ont réussi plus ou moins à s'adapter, mais malheureusement, il va falloir s'adapter très vite avec la FIBA. On l'a vu, la FIBA a déjà commencé un petit peu à le faire avec la Coupe du Monde 2030 qui se jouera en hiver cette fois-ci, un peu plus tard dans l'année, ce qui va permettre aux joueuses de WNBA de participer là-dessus. Mais il va y avoir des ajustements à faire dans tous les championnats, en Euroleague également, et ça ne sera qu'en 2030. On est en 2025. Il y a énormément de temps avant d'arriver jusque-là. Ce qui fait que pendant 5 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est un vrai souci parce que les fédérations, la FIBA, n'ont rien fait pour anticiper la chose. Et c'est là où je veux en venir avec tout ce point, c'est qu'encore une fois, on est dans la réaction, on attend d'être au pied du mur pour essayer de faire quelque chose, et encore, là pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et encore une fois, c'est bien dommage, au vu des générations qu'on a, que ce soit en homme ou en femme, mais particulièrement en femme, de ne pas essayer de tout faire pour pousser le basket féminin vers l'avant. On le voit en Espagne, la situation du basket féminin n'a jamais été aussi bonne, ce qui coïncide un petit peu aux résultats récents des équipes seniors et même juniors, et surtout une dynamique d'aller vers l'avant qu'on ne retrouve malheureusement pas assez souvent dans le basket français. Et voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Je sais, c'est un peu différent de ce que je fais habituellement. Cette fois, c'était plus une sorte de billet d'humeur qui n'engage évidemment que moi. J'espère que j'aurai pas fait trop de mécontents à la suite de cette vidéo, même si je pense que ça va être le cas. Mais bon, si ça permet de faire bouger peut-être un petit peu les choses, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de le faire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner
à activer la cloche également et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non, ou s'il y a d'autres points que je n'ai pas abordés qui vous semblent selon vous importants de mentionner. J'ai essayé de synthétiser un petit peu tout ce que je pensais sur cette fédération et la situation du basket féminin en France à l'heure actuelle, pour que ce ne soit pas trop indigeste pour vous lors de ce format vidéo, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Peace out.